Bonjour à tous, les survivants du SEO Campus 2022. Ouais, bravo. Allez, il n'y a qu'une seule conférence qui vous sépare du week-end. Comme ça, on pourra partir, prendre les trains, les bus, dîner, etc. Pour le dernier sujet, donc là, je vous propose de se plonger dans l'univers des questions. Et pas n'importe quelle question, mais les questions People Also Ask, voilà. Ou, en respectant les consignes de l'Académie française, autres questions posées. Alors, on va essayer d'être efficace. S'il y a certains slides, n'hésitez pas à regarder l'écran qui est à côté. S'il y a des slides où il y a un peu de détails, j'ai essayé d'agrandir au maximum, mais au cas où. Je préviens aussi, on va casser le système, la question pour le mug, ça va être au milieu. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Voilà. Il y aura la suite. C'est juste qu'il y a une suite vraiment logique pour faire la question pour le mug. Je m'appelle Alexis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille chez iProspect. Je fais du SEO, j'ai mon portefeuille client, je fais des études, des formations, des sites, je développe des outils SEO. Au-delà de ça, certainement, si je ne travaille pas, je passe du temps avec ma fille de 3 ans, je cuisine, ou je cours quelque part. Voilà. Plus loin, mieux c'est. Alors, les questions. Quand on parle des questions, et en fait, voilà, avec les People Also Ask, ça fait un petit moment que je travaille, notamment avec un outil que j'ai développé, et avec toute la base de questions qui se collectent. Mais aussi en préparant cette conférence, j'avais toujours, en fait, ça revenait toujours en mémoire, une image, ou quelques images d'un film, que juste je pouvais ne pas citer, parce qu'à mon avis, c'est plutôt une bonne introduction dans le sujet, parce que ça reflète certaines particularités du People Also Ask. Je pense que le film, vous le connaissez, c'est un des derniers Avengers. Il y avait dans une des scènes, il y avait un dialogue très incroyablement éloquent et diversifié. Où est Gamora? Qui est Gamora? Pourquoi est Gamora? Voilà. Donc, je pense surtout pour la dernière phrase, je pense les scénaristes de Avengers se sont inspirés des People Also Ask, et donc on verra pourquoi. Globalement, les questions, surtout dans le SEO, nous on est très différents et on pose beaucoup de questions dans Google. Voilà. Le pauvre Google, il supporte tout ce qu'on lui soumet. C'est bien quand on pose des questions intelligentes. Par exemple, autour d'un électron, autour de noyaux atomiques, là il est content, Google, il n'y a aucun souci, pas de souci. Des fois, on pose des questions moins intelligentes. Google, il doit aussi faire face à ça, il doit quand même accepter qu'il y a quand même différents types de besoins. Voilà, il n'y a pas que la science dans la vie, mais il y a aussi d'autres besoins. On envoie également des questions sur lesquelles on a du mal à imaginer en fait à quelle réponse s'attend la personne. Quand la personne elle tape comment retrouver mes clés dans Google, en fait, quelle réponse elle attend. Voilà, mais nous on est très différents. Par contre, ce qui nous réunit tous, voilà, c'est que voilà, nous on fait du SEO et voilà, dans le travail quotidien, quand même, il y a des avantages importants quand même, surtout notamment aux People Also Ask, pourquoi on les aime. La première chose, c'est intention de recherche, qui est très claire, transparente, univoque, et on ne se casse pas la tête. Est-ce qu'il faut positionner une page produit, listing, page édito? C'est très clair, voilà, une question, on fait une page. Ils sont prêts à l'emploi, c'est plutôt une bonne syntaxe, on va voir pourquoi. Il y a des erreurs, mais bon, on peut fermer les yeux quand même, il faut aussi un peu de retouche humaine. C'est globalement pertinent. Quel que soit le secteur d'activité, globalement, on trouve toujours des questions qui sont utiles pour nos clients ou pour nos sites. Les questions sont moins concurrentielles que les requêtes génériques, donc ça, on aime aussi. Et surtout, voilà, on ne va pas nier encore un atout, ça permet d'avoir le ranking dans People Also Ask. Avec ça, on peut avoir un double affichage dans Google, contrairement à certains autres types de résultats, comme les Feature Snippets ou les positions 0. Par exemple, voilà. Il y a une page de retard qui se positionne à la fois en première position, à la fois sur une question qui est légèrement différemment formulée, mais c'est toujours la même page qui se positionne. Donc là, double affichage, on adore ça, on est d'accord. Par contre, un air de guerre avec les questions, c'est que, ok, on a fait le travail, on a développé des outils où en fait, on a récupéré plein de questions, et le problème, c'est quand on le soumet dans dans AdWords, pour voir les volumes de recherche. Et là, on a ça. Donc là, c'est les données que j'ai exportées de mon outil, voilà, qui est mise à disposition gratuite pour tout le monde. Elle a fait un peu de travail en 6 mois, elle a généré plein de questions.
Donc là, c'est sur 150 000 questions que je s'est mis dans l'outil. En fait, 83 ont 0 volume de recherche. Donc là, évidemment, j'ai retiré les points d'interrogation. Des fois, simplifier un peu la forme pour qu'elle soit digeste à AdWords, mais 4 mots-clés sur 5, il y a 0 volume de recherche. Et ça, c'est un problème. Et ça nous emmène à répondre à certaines questions. S'il y a 0 volume de recherche, en fait, pourquoi? Et est-ce que c'est un problème, voilà, est-ce que c'est les vraies questions, en fait? Ou est-ce que les questions générées par, encore une intelligence artificielle déployée par Google? Ce qui nous amène, voilà, à la première partie, qui est comment Google construit les widgets People Also Ask. Si on tape People Also Ask dans Google, accompagné de John Mueller, Gary Elias, ou n'importe quel autre porte-parole de Google, il n'y a rien. Ouais, on dirait qu'ils ne veulent pas parler du sujet, voilà, soit les gens ne posent pas de questions, c'est aussi possible. Donc on va utiliser d'autres sources d'investigation à notre disposition. La première, on va chercher dans les brevets, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça? Deuxième, on a nos yeux, on a les SERPs devant nous, on va activer la méthode des observations. Et le troisième, c'est la data. Voilà, on a collecté un peu de données et on peut voir certains patterns communs pour comprendre un peu mieux la nature des People Also Ask. Au niveau des brevets, il y a effectivement un brevet qui parle de quelque chose qui ne s'appelle pas People Also Ask, mais qui ressemble beaucoup. C'est un brevet qui parle de Related Questions, les questions similaires, et il y a des captures, en fait, des schémas, plutôt des schémas que des captures d'écran, qui ressemblent beaucoup à People Also Ask. Donc là, on a par exemple, il y a une requête, il y a 2 résultats organiques, et après, il y a une sélection de 3 questions, et ça fait penser à People Also Ask. Le brevet a été déposé par Google en 2015, la même année quand elle a été déployée, quand les People Also Ask sont venus aux États-Unis. En France, c'est 2 années plus tard. Et en fait, voilà, si on creuse un peu dans le brevet, les brevets c'est toujours fascinant, une lecture fascinante parce que la même chose, ça se répète 5 fois dans l'intro, background, détails, synthèse, etc. Mais si on essaie de faire une synthèse de ce qui est dit, on obtient quand même quelques pistes pour comprendre les People Also Ask. La première, c'est voilà, ce genre de schéma où globalement, toute la partie qui n'est pas encadrée en rouge, c'est la partie qu'on connaît. Ça, c'est le search global, qui est composé d'un algorithme. Il y a le moteur de Google et il y a l'index de Google, 2 parties. Voilà, le moteur de Google il se compose de 2 parties. Il y a le moteur d'indexation, le moteur de ranking. Mais ce qui va nous intéresser, il y a encore quelques composants qui s'ajoutent qui n'existaient pas avant. C'est l'index des questions et le moteur des questions. L'index, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il filtre, collecte les questions. Donc, il reçoit tout le flux de requêtes qui se font sur Google. Il essaye de comprendre à travers des patterns qui sont propres aux questions, est-ce que c'est les questions, et il les garde dans sa base de données. Et le moteur, qu'est-ce qu'il fait? Il sert à servir les bonnes questions aux bons utilisateurs, conformément à leur requête utilisateur. Un peu plus en détail, donc index. Et voilà, ce qui est écrit, je l'ai un peu reformulé pour que ce soit plus simple et plus digeste. Alors, l'index, il inclut les requêtes de recherche saisies précédemment par les utilisateurs qui ont la forme de question. Qu'est-ce que la forme de question? C'est les mots-clés qui contiennent un des mots interrogatifs, comment, en fait, tous les types connus dans la grammaire, ou bien ceux qui se terminent, par exemple, par point d'interrogation. Donc globalement, il reçoit tout le flux de requêtes. Donc là, on constate que, OK, là, ça vient plutôt du flux des requêtes que les internautes font. Et voilà, il fait une petite sélection, relativement petite par rapport à tout le volume de requêtes, et le garde dans la base de données. Il y a une autre option qui est également proposée dans le brevet, c'est que Google se laisse le droit également d'inclure les questions extraites du contenu d'autres sites, notamment les sites de questions-réponses. Qu'est-ce qui fait le moteur? Le moteur, donc son objectif, c'est de prendre les questions, analyser la requête de l'internaute, les résultats qui sont affichés, et servir une sélection de questions à la bonne requête, au bon utilisateur. Pour cela, comment il fait? Le moteur, donc, il reçoit, quand l'internaute fait une requête, il reçoit une ou plusieurs pages, les mieux classées, et détermine donc, pour chacune des pages ce qu'on appelle les topic sets. Les topic sets, c'est globalement, ou encore les topic queries, c'est globalement un mot-clé qui est plus ou moins générique, qui parle de la page.
Les topic sets, contrairement à ce que peut penser avec les différents outils NLP de Google mis à notre disposition, il y a la thématique de la page, donc le topic set, c'est calculé et c'est déterminé par rapport aux clics, en fait, les mots-clés qui amènent les clics vers nos pages. Donc en fonction de ça, il y a tout le corpus de requêtes et Google essaie de comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, le moteur il sélectionne les questions appartenant au topic set depuis l'index de questions. Ensuite, elle doit les classer parce qu'il y en a beaucoup. Et elle supprime les questions très très similaires. Donc qu'est-ce qu'on retient ici? Globalement, oui. Ce qui est expliqué dans le brevet, c'est que c'est les requêtes réelles, ok. Ça peut être extrait d'autres sites, ok. Voilà. Et il y a le moteur quand même qui travaille pour nous servir les bons mots-clés. Par contre, il y a une phrase quand même qui fait suite de toute cette partie-là. Et elle veut dire la chose suivante. Et là, on part plutôt dans la prédiction. Notamment, optionnellement, de manière facultative, le système il peut générer des questions supplémentaires en utilisant les templates de questions. Il s'agit des templates prédéfinis, prédéterminés, pour certains topic sets. Donc il y a un template particulier pour un topic set particulier. L'exemple qui est proposé, par exemple, une maladie. Il y a une maladie qui apparaît. S'il n'y a pas suffisamment de requêtes, Google va regarder, ok, qu'est-ce qui a été demandé par rapport sur d'autres maladies aussi. Par exemple, tout le monde demande des symptômes, tout le monde demande le traitement. Et donc là, on est plus sur la partie prédiction, génération. Et donc là, ce n'est pas réellement les requêtes qui sont tapées par les internautes. Donc ça, on va garder en tête et on va voir quelques exemples. Maintenant, voilà, on s'arrête sur le brevet. Voilà, on a découvert certaines choses, on va les garder en tête. On va passer plus à la partie observation. Parce que les PeopleSoft, voilà, c'est devant nous. Qu'est-ce qu'on peut voir? La première chose, c'est, voilà, ils ont tous un format prédéfini. Ils commencent par un mot interrogatif, verbe, déterminant, pronom, etc. Et ça se termine toujours par point d'interrogation. Cette syntaxe, elle est variable en fonction de la langue. En espagnol, il y aura, voilà, la question va être entourée de 2 points d'interrogation. En allemand ou en anglais, il n'y aura pas, par exemple, d'espace entre le point d'interrogation final. Donc il y a déjà une certaine réécriture juste mise en forme qui se fait par Google. Des fois, la sélection des templates prédéfinis donne des faux positifs. Par exemple, une phrase qui est proposée dans les PeopleSoft, c'est « Quand je vais imprimer, il ne se passe rien ». Donc là, en fait, quand ce n'est pas vraiment au pronom interrogatif, ça fait partie de la phrase, c'est plutôt le complément. Mais voilà, Google considère que ça ressemble à une forme de la question et il pense que c'est la question. Voilà. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Ensuite, on a tous vu ça, les PeopleSoft abondent en erreurs. Il y en a, les erreurs, c'est partout. Les pluriels singuliers, les formes des verbes, il y en a un bon paquet. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien pour nous parce que quand il y a des erreurs, c'est-à-dire ça vient certainement des internautes, les requêtes. Généralement, quand Google essaie de générer quelque chose, c'est assez propre quand même. Mais là, quand il y a des erreurs, donc c'est plutôt les requêtes utilisateurs qui sont juste mises en forme de questions. Il y a des fautes de frappe, partout. Par exemple, le premier exemple, ça parle dans la question, c'est Alexia, mais Google comprend qu'il s'agit de Alexa et il rank une page sur Alexa. Le deuxième, c'est maçon avec un S, mais dans les résultats, on voit maçon avec CCD, donc il y a des fautes de frappe partout. C'est plutôt en faveur du fait que c'est généré par... En fait, c'est le flux vraiment de requêtes avec les erreurs que Google reçoit. Il y a des questions étranges, et là, c'est question de templating. Par exemple, quel et qu'est-ce que, difficilement imaginable la personne qui le fait. Après, on est tous différents. Mais moi, je pense que ça vient plutôt de template. Et surtout, la chose qui se jette toujours aux yeux quand on regarde les PeopleSoft, c'est les majuscules, minuscules dans tous les sens. Il y a lave-linge majuscule, fait-il beau majuscule, économique majuscule, appel majuscule et qualité-prix majuscule. D'où viennent les majuscules? Donc là, comme ça en vrac, on dirait qu'il n'y a aucune logique. Voilà, c'est juste... Par contre, si on commence à organiser les choses, si on analyse plutôt un échantillon de données plutôt conséquent, de quelques dizaines de milliers de mots-clés, il y a quand même certains systèmes qui se dessinent. Notamment, il y a 2 cas de figure quand Google utilise les majuscules minuscules. Le premier cas, c'est la réécriture orthographique. C'est-à-dire, quand certains termes, il y a plusieurs... Quand ça part de la même chose, mais quand c'est écrit avec des erreurs, avec plusieurs variantes, tiré sans tiret, accent sans accent, Google va le réécrire. Il va utiliser le terme, disons, canonique depuis sa base de données, et c'est le terme qui commence par la majuscule.
C'est-à-dire quand on voit la majuscule comme ça, c'est-à-dire il y a une réécriture de Google qui essaie d'adapter la requête à la bonne forme. La deuxième, c'est la correction syntaxique. C'est-à-dire, si on regarde beaucoup de mots qui commencent par la majuscule, c'est les verbes auxiliaires, c'est juste l'inversion du verbe. Donc Google, voilà, il essaie de faire un bon élève d'école et en fait reprendre en fait, les phrases qu'il a gardées, qu'il a récupérées, les questions, et les adapter en fonction des règles de chaque langue locale, notamment avec le français, c'est l'inversion du verbe. C'est pour ça, de nous, quand on saisit les requêtes dans AdWords, déjà, sans parler que Google AdWords, il retourne de moins en moins de données, surtout la langue traîne, mais quand on se met les requêtes et on reçoit 0 volume de recherche, ça vient aussi de là. Parce que ce n'est pas les vraies requêtes qui sont créées par l'internaute. Au sens, c'est vrai, au niveau de la sémantique, mais au niveau de la forme, c'est souvent réécrit par Google, adapté à la forme correcte. Les majuscules et minuscules, c'est différent en desktop et mobile. Par exemple, porte-bébé en desktop, c'est toujours majuscule, porte-bébé en minuscule, c'est toujours, en fait, en mobile, c'est toujours en minuscule. Et bonne question, pourquoi? Moi, j'essayais de comprendre d'où ça vient, en fait. Pourquoi quand même ils gardent les minuscules et majuscules? Une des réponses, probablement, c'est déjà pour montrer qu'il réécrit quelque chose, mais l'autre, peut-être, il y a derrière les quality writers qui doivent en fait évaluer les mots-clés en majuscules. Donc, est-ce que c'est pertinent ou pas? Est-ce que c'est correct ou pas? Peut-être ça vient de là, mais là, on est dans là, c'est dans une zone sombre. Parmi les questions, on trouve des questions très longues. Et on a du mal à imaginer que c'est tapé par l'internaute. La question la plus longue, allez, 145 caractères. Comment appelle-t-on cette coupe de cheveux popularisée par Elvis Presley dans les années 1950 qui tire son nom d'une maîtresse du roi Louis XV? Bonjour Versailles. Parmi les plus grandes questions, il y a des questions USO aussi. Par exemple, il y a une question, je crois, sur les redirections, qui est la... Ouais, en fait, il y a une question sur les redirections. Et là, on fait une transition incroyable vers la question Mug. Alors, ça s'appelle comment cette coupe? Il y a une personne qui sait. Pompadour. Allez, c'est quoi? C'est Pompadour, bravo. Allez, c'est la vraie question Mug. Donc là, c'est... Après, moi, j'ai préparé aussi une question de backup à la fin. Si on ne répond pas à celle-ci, il y a aussi une plus simple à la fin, au cas où. En France, donc là, c'est pénétration des people also ask. Où on est. Alors, au départ, j'ai pris un chiffre global. Donc là, c'est l'échantillon, c'est 6 millions de mots-clés qu'on suit, donc voilà, et sur lesquels on a vérifié derrière chaque mot-clé, est-ce qu'il y a people also ask qui apparaît. Au départ, j'ai mis un chiffre global, mais après, je me suis rendu compte que la généralisation, c'est très mal, et en fait, ça veut rien dire. Je vais juste montrer quelques exemples donc, par cluster de mots-clés. Cluster, c'est un groupe de 3500 jusqu'à 500 000 mots-clés. Quelle est la part de requêtes sur lesquelles apparaissent les people also ask? Donc là, dans le top de la liste, on a permis de conduire, impôts, gaz, mutuelle, iPhone, ça va. Donc là, c'est même sur permis de conduire, par exemple, c'est 84% de mots-clés qui contiennent un encart de people also ask. Et le bas de la liste, c'est toutes les recherches locales. Tout ce qui est restaurant, coiffeur, dentiste, camping, pizzeria, c'est le local pack qui expulse juste les people also ask. La même chose se passe avec les actualités. Plus le sujet est d'actualité, surtout si c'est un sujet qui est super chaud, il n'y aura pas de people also ask. Parce que l'intention, ce n'est pas d'aller chercher plus d'infos, l'intention, c'est de savoir là, maintenant. Voici par exemple ce qui se passe avec la requête, le cluster de requêtes lié à l'électricité. Ça a augmenté jusqu'à cet été, mais dès qu'on a eu certains problèmes géopolitiques sur celui-là, on a commencé à faire froid aussi, c'est l'actualité qui a pris le devant, et ça expulse les people also ask. Donc au moment où je préparais les slides, il n'y avait pas de bloc people also ask, même s'il apparaît encore il y a quelques temps. Comment se positionner les people also ask? Alors, la première chose qu'on va remarquer, c'est que les people also ask, la réponse, ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà eu par le passé, notamment les positions 0 ou les future snippets. Et c'est vrai, en fait, je crois sur 8 mots-clés, en fait 8 questions sur 10, si on analyse les réponses, la réponse est la même que dans la position 0.
Donc il serait correct de considérer les Paperless OASC comme une continuité de la technologie de position zéro, ou en fait, en français, je crois que ça s'appelle extrait optimisé. Voilà. Jamais utilisé extrait optimisé comme terme. Ça, c'est en grande ligne ma méthode voilà, pour travailler avec les Paperless OASC avec laquelle je travaille avec les clients. La première chose, c'est donc on a un sujet en tête, c'est une page, c'est ou un groupe de mots-clés autour d'un thème. Déjà, on a une liste de questions, de quelques centaines par exemple de questions, c'est de récupérer les Paperless OASC sur cette liste de questions. Il y a les outils qui existent, on va les énumérer, même gratuits, il n'y a aucun souci. Ensuite, il faut les filtrer, parce que tous les mots-clés, quand on génère 300 000 questions, on ne va pas dire voilà, au rédacteur, voilà, vas-y, commence. Voilà, de A à Z, il faut les filtrer. Et il faut laisser uniquement les types et les formats efficaces. On va en parler plus tard. Il faut vérifier aussi si on se positionne déjà. Il n'y a pas de raison de rédiger un article sur les questions où on se positionne déjà. Pondérer les questions. Voilà, une liste de 300 questions, il faut la pondérer. Le problème, on a 0 volume de recherche. Il faut trouver d'autres métriques, comment les pondérer. Ce qu'on va voir aussi, et identifier si une question nécessite un article dédié ou un paragraphe dans l'existant, et optimiser un extrait en l'adaptant au format de réponse attendu par Google. La grande logique ici, c'est que c'est toujours plus facile de se positionner dans Paperless OASC sur le format qui est déjà présent dans Google qu'essayer de faire pousser, par exemple, au lieu d'une liste ou un tableau, un paragraphe. Au niveau des réponses, on a des réponses qui sont intéressantes pour le SEO et des questions qui ne sont pas intéressantes. Donc on peut tout de suite supprimer les questions et ne pas perdre le temps. C'est notamment le cas des réponses directes. Quand il y a, par exemple, quand la France a-t-elle été créée, réponse directe, même il n'y a pas de lien vers le site. La deuxième, c'est la liste d'entités nommées qui, de nouveau, il n'y a pas de lien vers notre site, il n'y a rien à chercher ici. Un autre type de réponses, les réponses semi-directes, c'est un peu mieux, un tout petit peu. Donc il y a une réponse qui est donnée avec le lien vers notre site, mais voilà, la réponse elle est donnée. Donc il y a forcément une perte d'audience. Les vidéos, le format qui se positionne aussi, souvent. Par contre, le problème, c'est que si on essaie de faire passer une vidéo ici, ça fait du bien à Google, mais pas à nous, parce que l'internaute, il peut, voilà, en cliquant sur la vidéo, il y aura un pop-up dans les résultats de Google, et voilà, il va rester dans les résultats de Google. Peut-être si on promeut la chaîne YouTube, ça va aller bien, mais si on veut des clics sur le site, ça ne sert à pas grand-chose. La variante la plus courante dans les résultats de recherche, c'est le paragraphe. Les paragraphes, donc c'est une séquence de jusqu'à 250 caractères avec laquelle on peut essayer de positionner. Et là, il y a une chose à savoir, au moins c'est comme ça que je travaille avec les clients, et ça marche plutôt bien, c'est de comprendre, par exemple, si on a un site qui n'est pas très fort. Et en fait, c'est quoi les questions qui seraient plus simples à aborder et plus simples, voilà, parce que voilà, si on veut se positionner sur une question, il nous faut expulser un autre résultat. Et pour expulser, donc, il faut faire une distinction entre c'est quoi la réponse. Est-ce que c'est une réponse locale, c'est-à-dire au sein d'une page, il y a un paragraphe qui répond, ou bien dans la réponse, Google prend en compte la pertinence globale de la page. D'habitude, c'est une simple comparaison de la question avec le titre de la page, ça donne la réponse. C'est toujours plus facile d'essayer de trouver les questions sur lesquelles juste un paragraphe qui apparaît et en créer un article en plus, ça va être beaucoup plus efficace que voilà, essayer de, par exemple là dans le cas de là où il y a un petit point d'interrogation, c'est tout un article qui se positionne avec toute la force sémantique de la page. Un autre type, c'est les listes. Les listes, il y en a deux types. Si les listes ordinaires, c'est très clair, donc c'est par exemple le sommaire qui marche très bien pour ressortir dans les Paperless OASC. Il y a également un autre type qui est plus intéressant, c'est les listes compilées. On peut les découvrir par exemple avec, derrière chaque ligne, il y a 3 points. La liste compilée, c'est quand Google, il ne prend pas, il n'y a pas de liste en fait soudée, comme ça, un morceau, mais il commence à reconstituer la liste avec les en-têtes par exemple. Et là, ça, c'est de nouveau, ça, c'est la pertinence de la page entière qui va compter. Et ça, c'est en règle générale les mots-clés qui sont un peu plus compliqués. En fait, c'est plus compliqué pour se positionner dans Paperless OASC sur ce genre de réponse. Les tableaux, le format qui marche très bien, qui est très présent. Et si on regarde en image très globale, c'est quoi les répartitions des types de réponses. Déjà, on a certains mots interrogatifs qui déclenchent différents types de réponses. On voit qu'il y a beaucoup de vert dans la colonne paragraphe, c'est le paragraphe qui domine. Mais il y a aussi toute la partie, voilà, les listes sont aussi très présentes.
Globalement, ce que je voulais dire par ça, moi, je recommande toujours, c'est la manière dont je travaille, pour chaque question, identifier le type de réponse qui est retournée et essayer de créer avec le même type de réponse, la réponse qui serait meilleure. Les PDF peuvent également se positionner. Dans People's Ask, ça marche aussi. On en trouve avec cet exemple. Comment pondérer les People's Ask si elles sont toutes à 0 volume de recherche? Là, il faut utiliser un peu d'autres métriques qu'il faut essayer de trouver. Prenons un exemple de la requête permis de conduire. Voilà, plutôt le cluster de requêtes autour du permis de conduire. Il y a 227 questions dans ce cluster. Et de nouveau, si on check les volumes de recherche, 80%, voilà, ce qu'on vient de dire quelques slides avant, il y a 0 volume de recherche. Donc voilà, ça ressemble à ça. Par contre, normalement, voilà, on a nos listes de mots-clés sur lesquelles on a récupéré les questions. Et on a la liste de questions qui est propre à chaque mot-clé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir combien de fois la question, elle est présente sur notre liste de mots-clés, parce que la même question peut apparaître sur plusieurs mots-clés. Et là, ça nous permet de prioriser les questions. Par exemple, dans ce cluster, la question la plus recherchée et la plus présente sur les requêtes de l'univers permis de construire, c'est pourquoi attendre 2 mois après permis de conduire. Voilà, une méthode pour les pondérer et ne pas prendre une liste de 0. Peut-on se positionner en People's Ask? Faut-il se positionner en première page pour apparaître en People's Ask? Non. Sur ma sélection de mots-clés, sur 150 000 mots-clés, presque 70% d'URL qui sont présents dans People's Ask ne sont pas en première page de Google. Ce qui est très bien parce que ça nous laisse des opportunités pour rentrer sur les SERP assez compétitifs. Faut-il avoir un domaine d'autorité pour se positionner dans People's Ask? Et oui et non, mais gardez en tête 16% de toutes les réponses, toutes les URL qui se positionnent. C'est une URL sur 6. Ils ont le trust flow en dessous de 10, c'est-à-dire c'est des spots vraiment très faibles. Et ça, c'est un exemple. Il y a une page avec un domaine référent TrustFlow 0 qui se positionne sur la première question. Quand je fais montre la première question, il y a un spot très faible qui se positionne. Donc tout est possible. Cet pourcentage de domaines faibles dans People's Ask est très différent par rapport au secteur d'activité. Par exemple, plus il y a de vert, plus il y a de spots faibles, c'est-à-dire moins de 20 de TrustFlow. Donc on voit qu'en haut de la liste, on a les serrures, montres, sneakers, c'est assez facile à se positionner. Par contre, à la fin, on a prêt au 0, il n'y a aucun spot faible, quasiment. Ouais. Sur combien de questions People's Ask, une page peut-elle se positionner? Là, je vais montrer 2 exemples. Le premier exemple, c'est une page sur le site de cohésion territoriale GouFR. Ça, c'est la page entière. Donc là, ça commence à gauche, ça se termine à droite. Cette page elle se positionne sur 33 People's Ask, autour des élections. Pardon. Attendez, j'essaie de comprendre. Ouais. Donc là, on va négocier. Et donc là, j'ai essayé, ça c'est une liste de questions sur lesquelles cette page apparaît. Et à droite, nous avons, par couleur, c'est est-ce qu'il s'agit du même paragraphe qui se positionne? Donc là, cette page, elle se positionne avec 7 paragraphes. Sur 33 questions. Et donc si on revient un peu plus bas, c'est la page qui est structurée de manière assez classique. Il y a une question, une courte réponse, question, courte réponse, et les questions sont mises en page avec des entêtes H2. Et un autre exemple que j'aime beaucoup, particulièrement, ça c'est la meilleure que j'ai trouvée, c'est en anglais, c'est la page seafoodnutrition.org. Tout ce que vous voyez sur la page, c'est la seule page. En fait, c'est tout ce qu'il y a sur la page. Il y a 2 paragraphes de 3 lignes. Cette page, elle se positionne sur 33 questions uniques de People's Ask. Et il se positionne avec un seul paragraphe qui se positionne sur 36 requêtes. Donc là, tout ça, c'est lié au comment... Là, je ne vois rien sur 40 petits. Voilà, c'est autour des poissons et pour savoir comment cuisiner un poisson. Et là, il y a tous les types de poissons qui sont en colonne. Quel outil peut récupérer les People's Ask? Donc là, je vais énumérer ceux qui sont gratuits.
Le premier, c'est l'extension SEO Mignon. J'adore ça, c'est très simple. On l'installe dans Chrome, c'est gratuit. Là, vous pouvez mettre en place, là, vous pouvez dire à quelle profondeur. Et il va juste prendre le contrôle de votre navigateur et il va cliquer sur chacune des questions. Et après, vous téléchargez tout de suite. C'est très vite, il n'y a pas de captcha, pas de blocage, il ne faut pas utiliser d'autres outils. Très efficace et surtout, ça extrait toutes les informations qui vous sont nécessaires. Par exemple, à part le ranking organique, mais il y a l'URL, question et la réponse. Voilà, et ça permet de faire un joli graphique qu'on peut utiliser dans les appels d'offres et les prêts que les clients adorent. Pour les plus techos, on peut utiliser Scrapper pour Chrome, avec quelques petites règles de XPath. Voilà, la présentation sera accessible, donc il n'y a pas la peine de... et voilà. Une petite slide sur Monauti qui est aussi gratuit, on peut utiliser, c'est illimité, et voilà, ça, mes clients, ils aiment beaucoup. Et la dernière partie, ça va être très très rapide. C'est juste pour illustrer que les PeopleSask ont donné un nouveau coup de souffle à toute cette technique, les démarches qui s'appelle le programmatique SEO. Donc, qu'est-ce que le programmatique SEO? C'est une technique SEO qui consiste à utiliser de la data et de l'automatisation pour générer des pages uniques à grande échelle. Et les PeopleSask, c'est des données qui sont accessibles. Il y a une question, il y a même une réponse. C'est thématique, donc il y a beaucoup de sites qui sont créés de là. Comment ça se comporte? Donc là, le principe, il est comme ça. Voilà. C'est les pages qui rédigent pas une seule ligne de contenu, mais qui, avec leur masse, qui génèrent des dizaines ou des centaines de milliers de pages qui sont juste basées sur les PeopleSask. Donc, pas une seule ligne, que du duplicate, compilé, etc. Alors, qu'est-ce qui est particulier par rapport à ces sites qui performent globalement? Majoritairement, ils sont génériques et multithématiques. Il y a certains sites qui performent bien, par exemple en France, un site sur la finance, qui est bien, qui gratte tout le trafic de longue traîne, mais globalement c'est générique. Un volume de pages très conséquent, c'est des centaines de milliers de pages. Les sites multilingues, si on a créé une page, on traduit, ça ajoute encore 100 000 pages. Ils l'abordent en publicité, c'est n'importe quoi. De plus, c'est AdSense, donc là je pensais qu'ils sont validés d'abord et après commencent à bourriner après. Et ils ont une vie brillante mais courte. Voilà. Un exemple, le site qui est généré, je crois, 2 millions par mois. Mais ça c'est la pénalité manuelle. Allez, juste 3 exemples sur 3 pays. Pourquoi 3 pays? On va essayer de voir aussi, comme on a eu récemment quelques mises à jour, quel est l'impact, notamment de Helpful Update. Ça c'est Brésil. Ça c'est un site voilà, au Brésil. Alors, pour tous les exemples, je ne vais pas annoncer les noms de domaines. Si vous voulez avoir la liste, vous me faites un petit message sur Twitter, je vais partager. Je réfléchissais si c'est éthique de partager comme le travail des autres, même si c'est les sites moches, mais quand même. Donc le nombre de pages, c'est 400 000. 300 pages s'ajoutent par jour. Pas une seule ligne rédigée de contenu. Thématique générique. Mots-clés en première page, 300 000. Et le site, il fait presque 9 millions de visites SEO par mois. Et globalement, Brésil, c'est le paradis des sites scrapés. C'est spam, il bat les records de plus avec les volumes d'audience. Et on va regarder la dernière, donc là c'est voilà, les volumes, mais la dernière colonne, ça c'est l'évolution de visibilité SEMrush du septembre par rapport au mois d'août. On voit que c'est globalement en vert. Donc le Helpful Update n'est pas venu encore au Brésil. Le deuxième exemple, c'est États-Unis. Le site, donc le total de pages, presque 2 millions. Thématique générique, 200 000 pages publiées, et le site il fait 1 million de pages par mois. L'échantillon de sites, les meilleurs sites PeopleSask scrapés, et on fait attention à la dernière colonne. C'est tout en rouge. Ça, c'est l'application de Helpful Update. Donc les sites en contenu dupliqué, en masse, sans valeur ajoutée, en fait, et on ajoute tous les autres synonymes qui ne sont pas forcément autorisés en vidéo. Ça perd tout de suite moins 40% en visibilité. Et le dernier exemple, bien sûr la France, sinon ce serait bizarre, il y a aussi ces sites-là. Un exemple qu'on voit, c'est un site tout à fait réel qui continue sa vie. Il a publié presque 300 000 pages, 120 000 questions en première page de Google, et le site est fait multithématique, 840K visiteurs SEO par mois. Et un petit échantillon de sites en France.
On peut regarder aussi la troisième colonne, c'est le Domain Authority. Donc c'est que dalle, c'est pas les sites qui de grosses autorités ou pas. Voilà, c'est vraiment les petits spots. On peut regarder aussi la deuxième colonne, il y a des sites qui sont créés en 2022. Le premier site que j'ai montré, avec 833 000 visites par mois, il a été créé en janvier 2022. Et la dernière colonne, on est encore en vert. Il y a un seul site qui est en rouge parce qu'il a une partie qui est qui est anglophone, et c'est là où il a perdu. Mais pour l'instant, moi je l'appelle silence avant la tempête. Voilà.